Bonjour à tous, je m'appelle James Fulham, je suis chercheur au Centre européen pour l'environnement et la santé humaine de l'Université d'Exeter au Royaume-Uni. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux travaux connexes auxquels j'ai participé ces dernières années et qui portent sur les arbres de rue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un projet plus vaste appelé Green, qui est un projet pan-européen financé par Horizon 2020 qui se concentre sur les solutions basées sur la nature dans les zones urbaines. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les solutions basées sur la nature, il s'agit de solutions basées ou inspirées par des processus et des phénomènes naturels et qui sont utilisés pour relever des défis sociétaux. Il existe de nombreux types de défis différents. Il peut s'agir de pollution, de lutte contre les inondations, d'adaptation au changement climatique ou de questions liées à la santé publique. Pour vous donner une idée visuelle de ce dont je parle, voici des exemples de solutions basées sur la nature à Paris. Vous avez donc des toits verts, des murs verts, des réhabilitations de voies de naturelles et des inondations également là aussi. Alors, la solution basée sur la nature qui m'intéresse particulièrement et qui, je pense, vous intéresse également, c'est l'arbre de rue. Alors, pourquoi on a choisi en quelque sorte l'archétype de la solution basée sur la nature sur laquelle nous avons basé notre travail et nous intéressons à tous les types de solutions basées sur la nature? Eh bien, nous avons pensé que les arbres de rue étaient un très bon choix parce que les gens ont une expérience universelle, qu'il s'agit de la présence ou de l'absence de ces arbres dans leur vie. En termes d'avantages fondamentaux, ils procurent en termes de santé physique et mentale, mais aussi en termes de pollution et d'ombre et de contrôle de l'eau également. Ils offrent de nombreux avantages potentiels, ce qui est une caractéristique intéressante et donc au-delà du quantifiable également. Et donc les gens ont développé donc différents attachements ou différents arbres et donc, ceux d'entre eux qui écoutent depuis longtemps, depuis le Royaume-Uni, qui m'écoutent depuis le Royaume-Uni, connaissent sans doute les grandes manifestations qui ont eu lieu ces dernières années dans les diverses villes du pays pour protester contre l'abattage d'arbres, les abattages mal gérés, qui ont eu d'énormes répercussions, qui ont entraîné une rupture de la confiance dans les autorités. Et donc, c'est une solution. Il s'agit d'une solution très intéressante que de se baser sur la nature. Donc, la première chose dont je vais parler aujourd'hui, c'est un travail plus théorique que nous avons effectué dans le début du projet qui consistait à utiliser la pensée systémique et les diagrammes de boucle de causalité pour essayer de mieux comprendre le rôle des solutions basées sur la nature dans le contexte de la santé mentale. Alors, tous ceux qui d'entre vous ont participé à de grands projets, qu'il s'agisse d'un projet civil ou d'un projet universitaire, savent qu'il existe des défis communs, en particulier en ce qui concerne la communication et la planification initiale entre les différentes parties prenantes. La communication, la planification initiale entre les différentes parties prenantes qui tentent de définir les objectifs communs du projet. Vous avez différentes parties prenantes qui auront des priorités, des objectifs différents. Il faudra également essayer de résoudre les problèmes liés à la mise en œuvre de l'évaluation avant de lancer le projet. Alors, les moyens qui nous intéressent étaient donc de relever ces défis ou de moins de pouvoir communiquer entre les différentes parties prenantes impliquées dans la solution basée sur la nature et d'utiliser la pensée systémique. Donc, la pensée systémique est en fait une façon de communiquer, de réfléchir à des interventions complexes. Elle est basée sur la compréhension du fonctionnement des choses au sein d'un système plus large et du contexte dans lequel ce système fonctionne. Et sa valeur réside dans le fait qu'elle offre un bon moyen d'envisager des choses telles que des résultats multiples, des boules de rétroaction et des conséquences inattendues ou involontaires. Les diagrammes de boucle causale ne sont qu'un outil disponible. Et donc, vous êtes dans la pensée systémique et vous avez donc un tout petit exemple au centre de l'écran. Vous voyez, il s'agit d'un diagramme de boucle causale du souhait de naissance et il montre une boucle de renforcement. Plus le taux de natalité est élevé, plus la population l'est aussi. Alors, c'est le schéma le plus simpliste. C'est l'un des aspects les plus intéressants des diagrammes de boucle causale. C'est qu'une fois que vous avez alimenté le modèle, que vous l'avez complété, vous finirez par obtenir ce que l'on appelle des archétypes du système. Et donc, il s'agit de structures ou de modèles génériques.
qui nous aident à expliquer les résultats, escompter le résultat contre-intuitif. Et ces archétypes sont très utiles lorsque vous commencez à réfléchir sur la planification de l'évaluation d'une intervention de solution basée sur la nature. Voici donc ce à quoi ressemble donc le diagramme de boucle causale dans la réalité. Il s'agit d'un exemple tiré d'un autre travail sur la réhumidification d'une zone humide aux Pays-Bas. Et voici l'impact possible sur la santé humaine. Alors, je ne suis pas un expert en pensée systémique, je ne pense pas que vous soyez non plus, mais cela vous semble un peu fou. Mais voilà, c'est simplement pour vous donner une idée de ce à quoi cela ressemble réellement. Donc, une autre façon d'envisager les diagrammes de boucle causale est de réfléchir au type de questions et de vous poser, que vous vous posez. Et donc, ainsi, au lieu de poser la question traditionnelle dans le contexte des arbres de rue, par exemple, de se demander si les arbres de rue améliorent le système de santé mentale, la pensée. Et il s'agit donc de voir combien d'arbres de rue ont un impact sur le système sous-jacent de la santé mentale et ce système sous-jacent sur la santé mentale. Donc, nous pouvons utiliser le travail de certains experts en système de pensée systémique. Voilà donc à quoi ressemble un système de dépression. C'est celui que nous avons utilisé comme modèle de base ou carte pour la santé mentale et que nous avons ajusté. Mais il s'agit d'un diagramme de boucle causale développé systémiquement pour la dépression. En ce qui concerne notre processus d'élaboration d'un modèle pour les arbres de rue et la santé mentale, nous avons donc tiré des preuves empiriques sur lesquelles nous pouvions mettre la main. Il s'agit donc d'un mélange de travail qualitatif et quantitatif. Nous avons également réalisé des entretiens avec des experts dans le cadre de ce travail. Puis nous avons extrait toutes ces données, nous les avons mis dans un tableau et puis nous avons construit une carte à partir de cela. Alors aujourd'hui, je ne fais que donner donc un bref aperçu de la situation. Il existe évidemment un document sur ce travail. Je donnerai le lien à la fin de la présentation. Nous avons voulu partir du leucogramme causal sous-jacent de la santé mentale et y inclure un système d'arbres de rue qui interagit avec lui et où les voix peuvent interagir également. Les éléments d'arbres de rue pourraient contribuer à améliorer la santé mentale ou au contraire créer un risque pour la santé mentale d'une population. Voilà, c'est ce à quoi cela ressemble dans la pratique et donc encore une fois, ça a l'air très complexe, mais si cela vous intéresse, eh bien je pourrais vous envoyer l'article, bien sûr, mais cela encore une fois vous donne une idée, c'est juste pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble ces diagrammes de boucles causales et vous verrez donc les différentes boucles de renforcement, les plus et les moins sont les directions des relations, la polarité des relations et vous avez également la possibilité d'intégrer des délais et d'autres éléments de ce type. Alors, nous ne les avons pas dans ce modèle et nous les avons dans ce modèle. Alors là, entre la santé des arbres et le nombre d'arbres. Et donc, quel est l'intérêt? Alors, l'intérêt de ces cartes, c'est qu'elles vous aident à générer des hypothèses complexes ou des hypothèses qui peuvent ensuite être testées de manière empirique. Alors, l'une des hypothèses qui est ressortie de notre modèle est que pour certains arbres de rue, il y a un impact sur la santé mentale et la santé des arbres eux-mêmes est essentielle. Et ce qui est vraiment très intéressant à ce sujet, c'est que lorsque vous regardez le modèle, vous identifiez l'un de ces archétypes que j'ai mentionné plus tôt. Il s'agit d'une solution qui fait échouer les systèmes, les archétypes. C'est ce que l'on observe très souvent dans les interventions complexes dont l'intention est bonne. Alors dans l'exemple d'arbres de rue, l'intention est de planter de nouveaux arbres dans une zone défavorisée, mais en réalité sans les ressources nécessaires à l'entretien de ces arbres. Et cette solution, je veux dire, ne fait qu'exacerber l'inégalité des arbres dans les quartiers à faible statut socio-économique et un effet concomitant sur la santé mentale et physique des habitants de ce quartier. Alors, ce n'est qu'un exemple de l'une de ces hypothèses et encore une fois, c'est un peu ce à quoi cela ressemblait pendant que nous construisions le diagramme de boucle causale. C'est extrêmement complexe. À certains stades, il y a un certain degré de subjectivité
dans l'élaboration. Donc c'était un exercice utile parce que nous avons été en mesure d'apporter toutes les données, les opinions de divers experts dans le domaine. Et c'était un processus assez intensif, je dois dire. Et vous savez, en termes de réflexion et de retour en arrière, pour savoir si le processus a été utile, alors est-ce que la question, est-ce que nous le referions? Peut-être, mais à nouveau, c'est une manière, un bon moyen de communiquer avec différents partenaires, en particulier avec des partenaires non universitaires, une fois que vous avez eu le temps d'expliquer. Alors, j'ai fait travailler donc des diagrammes de causalité. Alors, on n'a pas forcément de réponse, mais ces appels conduiraient à des agrammes, qui génèrent des hypothèses intéressantes, et ces hypothèses, dont je viens de donner l'exemple, peuvent être assez intéressants dans les évaluations un peu plus complexes et dans une réflexion sur les conséquences involontaires de ces types d'interventions à un stade très précoce. Alors, voilà, c'est un aperçu bref de notre travail sur les diagrammes de boucles causales, les arbres de rue. Et comme j'ai dit, vous trouverez à la fin de ma présentation, il y aura un lien si vous souhaitez approfondir la question. Alors, maintenant, je dirais peut-être à la deuxième partie du travail que nous avons effectué dans le cadre de ce projet. Et ce travail est également axé sur les arbres de rue, mais il s'agit d'un type de projet tout à fait différent. Il s'agissait donc dans ce projet d'une recherche qualitative et la question à laquelle nous voulions répondre est la suivante: comment les résidents donc d'une ville perçoivent-ils les arbres dans le contexte de la santé mentale? Alors, nous avons eu recours à ce qu'on appelle des groupes de discussion sur l'élicitation photographique, dont beaucoup d'entre vous ont entendu peut-être parler, enfin j'espère, et donc c'est ce qui s'est révélé donc au sein des groupes de discussion. Alors, il peut y avoir des ateliers dans d'autres concepts, mais un groupe de discussion, des ateliers d'élicitation photographique est basé donc sur le principe de l'insertion de photographie dans la session. Et dans le cadre de notre travail, nous avons des groupes de discussion qui étaient organisés en ligne. À l'origine, nous avions prévu d'organiser en personne, en présentiel. Malheureusement, la COVID s'est installée et il y a eu d'autres idées, donc il y a quelques années. Et donc, nous avons donc opté pour un format en ligne. Nous sommes toujours en mesure d'utiliser les photos et de voir comment cela peut se passer dans la pratique, avec affichage, collage de photos, d'arbres de rue, etc. Et nous basons nos conversations sur ces photos, ou du moins nous les utilisons pour guider ou inspirer les discussions. Et pourquoi utiliser des photos? Les gens ont des réactions très différentes face aux photos. Ils utilisent des émotions, des souvenirs, des sentiments différents, et cela permet d'obtenir un type de données très différent de celui que l'on obtient en utilisant un échange verbal. Pour ce travail, nous avons organisé des groupes de discussion dans 3 villes d'Europe que nous appelons laboratoire de vie urbain, je dirais, ce qui n'est qu'un nom fantaisiste pour les villes exemplaires sur lesquelles nous avons concentré notre travail dans le cadre du projet sur les loisirs. Il s'agit de Paris en France, par exemple, de la Croatie dans notre maison, au Danemark, SO33, etc. Alors, des villes de taille très différentes et des villes à différents stades de développement. Et donc, je ne dirais pas que nous pouvons comparer directement les résultats avec un si petit échantillon de personnes, mais seulement 2 groupes de discussion. En tout cas, c'est bien d'avoir une grande diversité de types de villes et de tailles de villes également, et donc de type d'espace urbain ou de paysage urbain. Donc, nous avons organisé ces groupes de discussion, 6 au total, 2 par ville et 4 à 8 participants par groupe. Et comme la discussion dure généralement 1h30 dans quelques villes de notre pays, à Paris, nous avons pu inclure des urbanistes dans notre travail, car nous avons la possibilité d'avoir un groupe de travail de 4 à 8 personnes. C'est vraiment très intéressant de les faire participer dans nos différentes discussions. Et donc, encore une fois, je vous donne une idée de ce à quoi ça ressemble dans la pratique. Nous avons réalisé des collages en utilisant des photos que nos partenaires dans les différentes villes avaient prises pour nous. Nous avons entamé des conversations, demandé aux participants de nous faire part de leurs sentiments, de leurs réactions à l'égard des photographies. Ensuite, nous avons eu une série de questions de plus en plus orientées vers leurs expériences, leur expérience communautaire d'arbres de rue, la manière dont elles pourraient jouer un rôle dans leur santé mentale et dans leur donc en confrontant ça avec d'autres habitants de la ville. Donc, je vais vous donner un exemple
de ce que nous avons trouvé, des résultats. Nous pourrons pouvoir publier ce travail dans les 2 à 3 mois qui vont suivre. Mais pour vous donner donc une idée du genre de choses que nous avons trouvées dans ces groupes de discussion, parce que c'est vraiment intéressant, et c'était lié à l'expérience positive des arbres de rue, la façon dont ils pouvaient avoir un impact sur la santé mentale, la façon positive dont les gens se sentent dans les villes. Alors, nous avons des commentaires sur le fait que les arbres de rue leur permettaient de suivre les saisons, que c'était vraiment précieux pour eux. Il y avait aussi l'idée d'un sentiment d'appartenance et l'attachement des gens aux arbres. Et donc, c'est également très... c'est très clair, c'était quelque chose qui aidait les gens à rester ancrés dans leur lieu de vie, presque dans leur enfance. Il y avait un sentiment de continuité tout au long de leur vie grâce à, vous savez, ces arbres spécifiques, ce qui est l'un des aspects vraiment très intéressants. Un autre thème intéressant qui est apparu est celui de la sécurité. Alors, il ne s'agit pas tant d'impact positif ou potentiel sur la santé mentale. Il s'agit de se sentir en sécurité dans la ville, comment certains groupes ou sous-groupes peuvent ou non se sentir en sécurité en fonction de la manière dont les arbres sont disposés et gérés. Et donc, la citation la plus intéressante en haut de la page, comme l'idée du bon verre ou le verre riche ou le mauvais verre, enfin, voilà. Je pense qu'il existe une idée fausse selon laquelle les zones riches sont généralement verdoyantes et bien entretenues. Mais à l'inverse, les zones très défavorisées peuvent aussi avoir beaucoup d'arbres et être des espaces très verts à cause de la négligence ou d'autres problèmes. Alors, cette idée que les arbres sont bons et que les arbres sont toujours bons, c'est imposé. Mais bon, je ne dis pas qu'il faut lutter contre cela, mais que nous critiquions cette idée et que nous acceptions que les arbres ne sont pas bons tout le temps et que tout le monde n'aime pas les arbres. Et en particulier en parlant aux urbanistes dans le cadre de ce projet, vous savez qu'ils ont été inondés de plaintes concernant les arbres pour une multitude de raisons. Et contrairement à la couverture médiatique des manifestations contre l'enlèvement des arbres, il est très rare que cela se retrouve dans le domaine public. Ou alors il y a un grand nombre de plaintes, de questions. Donc il y a forcément quelques avantages également qui découlent en coulisses et que nous n'arrivons pas à comprendre. Donc, il s'agit d'une technologie importante dans le processus d'encouragement des arbres centenaires en tant que solution basée sur la nature. Alors, j'en ai déjà parlé, mais une autre équipe intéressante est celle aux États-Unis. Et donc, où on a développé cette idée. Et nous avons vu à Sheffield ou à Plymouth au Royaume-Uni ces derniers temps, mais même de manière générale, au cours de nos groupes de discussion, on avait vraiment l'impression que les citoyens étaient pour les arbres et que les autorités n'étaient certainement pas. Mais si vous savez qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas, mais il s'agit plutôt d'une question de ressources, une question de compromis. Et vous savez qu'il existe de véritables conflits, une véritable mauvaise gestion de ces questions. Mais les réflexions que nous avons rencontrées portaient sur ce sentiment de division, sur la façon dont a été créée cette opposition entre les autorités, le public, et donc entre les citoyens et les autorités. Donc, j'aimerais tout simplement vous laisser une minute pour lire ces citations. Alors, il y a un peu de texte sur l'écran, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que j'entends par eux contre nous et nous contre eux. Voilà, j'espère que ça vous donne l'occasion de parcourir un peu les diapos, mais bien sûr, tout cela est disponible par la suite. C'est juste une idée de certains des thèmes qui ont été donc retenus dans ce travail. Et nous essayons de pouvoir publier tout cela dans les mois à venir. Mais pour ce qui est des réflexions générales, je pense que
nos enseignements ou d'autres points importants sont par exemple les citadins qui ne sont pas naïfs face aux compromis qu'implique la vie en milieu urbain. Ils savent que la nature dans les villes est une nature adaptée aux besoins de la ville et de la population. Et donc, ils comprennent ça. Il n'y a souvent rien de très naturel, mais ils comprennent, ils contribuent et continuent à apprécier. Ils reconnaissent également que les ressources des villes sont limitées et que les villes doivent gérer leur budget. Alors, mais ils reconnaissent également que les villes ont des contraintes, des ressources et qu'elles doivent gérer leur budget avec toujours plus de prudence et qu'il y a parfois des priorités qui passent avant les arbres dans les quartiers. Et donc, comme nous avons vu sur la dernière diapositive, il existe un énorme potentiel de détérioration de la confiance entre le conseil, les municipalités, les citoyens, lorsque l'enlèvement d'arbres et la plantation d'arbres sont mal gérés, tout comme la création de tensions entre les citoyens eux-mêmes dans les différents quartiers. Je pense que c'est l'un des facteurs susceptibles d'avoir un impact sur la santé mentale ou le bien-être de la population de la ville. Et il y a suffisamment de tensions dans le monde aujourd'hui pour ne pas en rajouter. Et donc, l'une des conclusions les plus importantes est que les résidents ont trouvé des arbres matures, des arbres à un degré beaucoup plus élevé qu'ils ne l'ont, et qui les ont marqués pendant toute une saison. Alors, il y a l'esthétique, également le sens du lieu, la continuité de l'établissement tout au long de la vie d'une personne. Je pense que le grand public est probablement plus conscient, plus informé des services écosystémiques fournis par les arbres de rue. Et je pense que c'est quelque chose de très valable que nous devons garder à l'esprit. C'est-à-dire, je pense que la valorisation du stock est quelque chose qui doit être gardé à l'esprit. Pour les symboliques dont nous avons parlé, ce sont les principales réflexions sur ce sujet. Et cela m'amène à la conclusion de ma présentation pour aujourd'hui. J'aimerais tout simplement remercier mes collègues sur ce projet, Marie-Jo et Connie. Et si vous souhaitez lire l'article sur les diagrammes de boucle causale, il vous suffit de prendre une photo de ce petit code QR pour accéder directement à cet article. Et voilà, et tout simplement, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Et je suis sur le point de répondre à quelques questions s'il y en a. Merci beaucoup. Merci.